Bon, juste 30 secondes. Moi, j'interviendrai juste 30 secondes au début. C'est pour vous dire qu'en fait, cette table ronde sur pourquoi et comment mesurer et sexer les petits mammifères, c'est en fait un projet plus global que nous avons à la CFEP, notamment le groupe Petits Mammifères, d'élaborer un guide technique d'études des petits mammifères. Donc, on l'avait déjà abordé il y a 2 ans. Voilà, ça met le temps à se mettre en place. Ça a changé de forme. Cette fois-ci, on est plus parti sur des questions de la rédaction de fiches techniques. Alors, fiches techniques de protocole, 12 fiches techniques sont prévues pour le moment, dont 2 concernent notamment la capture et le marquage individuel. Donc, actuellement, 5 de ces fiches sont bien rédigées, hein, bien avancées, donc on va progresser sur le reste. Et on a aussi une entrée fiche espèce. Pour le moment, donc on est sur le muscardin, le compagnon amphibie, le rat des moissons, mais il y aura certainement d'autres espèces qui seront intégrées. Donc, probablement que le groupe petits mammifères et les petites personnes actives dans ce groupe reviendront peut-être vers toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui pour éventuellement vous demander de participer à des rédactions de fiches ou au moins à des relectures également. Voilà, et donc là, je laisse juste la parole maintenant à Hélène qui va vous présenter la table ronde. Oui, merci Thomas. Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour le son et la vidéo? Est-ce que tout est bon? J'imagine que oui. Alors, ok, parfait. Je vois juste une réponse, mais du coup, je commence. Donc Thomas a introduit l'atelier. Alors, l'origine de l'atelier, en fait, ça vient des nombreux questionnements que j'ai eus au sujet de la prise de mesure, de la détermination du sexe et de l'âge sur les individus lors des captures. L'envie aussi de verser les données acquises à la communauté. Et pour ça, d'avoir des données qui soient exploitables, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis en fait, pour les quelques endroits où j'ai pu aller, j'ai vu que les approches et les techniques sur le terrain étaient différentes, assez différentes entre observateurs, manipulateurs et naturalistes de manière générale. Donc l'idée, voilà, c'était d'essayer de limiter au maximum les biais. Et donc là, pour l'atelier, le cadre, en fait, c'est on cadre avec les captures avec dispositifs non vulnérants et donc objectif de relâcher les individus vivants, donc sans euthanasie. Alors les objectifs de l'atelier, je les avais un peu écrits dans le résumé, c'est donc d'échanger sur la nécessité ou non de prendre les mesures sur les individus, de les sexer et de définir leur âge. Est-ce que c'est des choses qu'on peut faire de manière systématique? Quels critères de manière systématique? Quels autres plutôt sont optionnels? Ou est-ce que c'est pas possible pour certains cas? Donc de recueillir aussi vos retours d'expérience et vos méthodes, vos outils, éventuellement des astuces, enfin tout ce qui peut servir, d'alimenter donc le guide dont a parlé Thomas. Et puis, bon, l'idée, c'est de tenter de passer 40 minutes de manière participative. Alors, à la base, j'imaginais une discussion avec tout le monde dans la salle et donc ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, vu l'outil, il m'a été conseillé de faire quelque chose d'assez cadré pour vraiment cibler les questions et faciliter les échanges. Donc voilà, j'espère que ça fonctionnera. N'hésitez pas à dire, Thomas, du coup, pourra me couper si jamais il y a des choses sur le chat, je ne vais pas réussir à suivre et le chat et la présentation. Et donc, évidemment, que questionner la pertinence de la capture, c'est indispensable hein, avant la mise en place d'un protocole, savoir si ce type de méthode est la plus adaptée pour répondre à la question qui est posée. C'est pas forcément l'objet de l'atelier, mais je voulais quand même faire un petit point parce que dans le résumé, j'ai spontanément écrit que les captures, elles étaient réalisées dans le respect des règles d'éthique. Sauf que ces règles, je pense que ça vaudrait le coup de les repréciser. Alors, il y a beaucoup de choses dans les guidelines, mais je pense que dans le guide, ça peut être vraiment une partie importante à préciser. Et ces règles, en fait, bon, pour moi, spontanément, elles concernent autant le choix de la méthode, donc est-ce qu'on part sur des captures ou sur d'autres techniques, mais aussi les choix qui sont propres à la méthode de capture. Donc je pense par exemple à l'utilisation des dortoirs, à une durée maximale entre deux relèves de pièges, etc. Et donc pour attaquer sur la première question de l'atelier, sur le pourquoi, alors pour certaines mesures de biométrie, ce sont des critères qui sont soit aidants, soit indispensables à la détermination des espèces. Pour le sexe et l'âge, ça peut servir pour des études comme on a vu rien que dans les présentations de ce matin. Et puis tout simplement pour acquérir plus de connaissances sur les espèces et puis ouvrir des éventuelles perspectives d'études.
Et donc, pour illustrer un exemple, je vais laisser la parole à Fabrice qui va vous présenter un exemple sur le rat des moissons. Et du coup, simplement, Fabrice, on n'en a pas parlé, mais tu me dis si je dois faire défiler les diapos ou si tu as la main là-dessus. Je mets la première. Ok, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, comme l'a dit Hélène, en fait, je vais faire juste une toute petite présentation de l'historique des mensurations chez Laura des Moissons, et puis aussi pour montrer comme il est utile de continuer à prendre des mesures, des mensurations chez le rat des moissons et chez d'autres espèces. Donc là, je coupe la caméra pour que le son passe mieux. Alors, ouais. Donc voilà, le rat des moissons a été découvert presque simultanément en Angleterre et en Russie au XVIIIe siècle. Donc Peter Simon Pallas en Russie, Gilbert White en Angleterre en 67. Et les premières mensurations de l'espèce étaient relevées avec les unités de l'époque, pas toujours compréhensibles, hein, Pondus, infra, sesquidrachmam, bon, alors là, allez comprendre quelque chose. Alors bon, Gilbert White, c'est le premier à rapporter sa découverte en 1768, et donc à l'époque, les mensurations étaient en inches, mais bon, ça correspondait à peu près à de tête et queue, à peu près tête, non, tête plus corps à peu près 6 cm 3 et la queue 5 cm. Et finalement, Peter Simon Pallas arrivait à peu près aux mêmes mensurations. Alors, plus actuel, les mensurations qu'on trouve aujourd'hui dans différents ouvrages, comme le Handbook des mammals du monde, Mammifères d'Europe, British Mammal, Mammifères du bassin genevois. Donc, dans tous ces ouvrages, on observe une certaine variabilité hein, des mensurations, avec une grande amplitude, bien sûr, dans le Mammal of the World, avec des mesures qui vont du simple au double, par exemple pour le poids, tête plus corps. Alors ça s'explique par le fait que le rat des moissons a une aire de répartition très étendue et donc avec des phénotypes assez différents du Japon à l'Angleterre. On retrouve à peu près les mensurations de Gilbert White et de Peter Simon Pallas à l'intérieur de toutes ces données. Mais bon, ce qu'on observe aussi, c'est que le nombre d'individus mesurés, bien souvent, il est pas précisé. Hein, et donc, et aussi, parfois, ce nombre, quand il est précisé, ben, il n'est pas très élevé. Même ici, 119, bon oui, ça commence à être un peu significatif, mais bien souvent, il n'est pas précisé. Alors, en France, cette fois-ci, on trouve aussi une assez grande hétérogénéité dans les mensurations du rat des moissons, une homogénéité dans les mensurations du rat des moissons, et justement une homogénéité qui est un petit peu suspecte. Vous voyez là, entre les ouvrages de Saint-Girons 73, Faune de France et Benelux, jusqu'à Rongeurs de France, Mammifères du Morvan, Rongeurs de France, etc., tous ces ouvrages ici forment un ensemble où, très bizarrement, on retrouve un petit peu les mêmes mensurations. Et puis, finalement, quand on regarde un petit peu plus précisément, eh bien, certains auteurs, effectivement, font référence à l'ouvrage de base de Saint-Girons 513. Mais alors, Saint-Girons, vous voyez, finalement, ne s'appuyait que sur un échantillon de 21 spécimens hein, pour ces mensurations. Et donc, en fait, c'est assez peu, c'est pas très robuste, mais en tout cas, ce sont ces mensurations qui ont été reprises ensuite dans bon nombre d'ouvrages. Et puis, on a un deuxième ensemble d'ouvrages, Mammifères de Camargue, Normandie, Lorraine, Champagne-Ardenne, qui sembleraient présenter, eux, un autre groupe de mensurations. Mais là, la filiation entre les ouvrages n'est pas claire, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et donc, toutes ces mensurations, finalement, assez identiques d'une région à l'autre, mériteraient d'être affinées. Et parce que, bon, on peut s'imaginer qu'il existe certainement des variations de dimension et de poids entre ces régions. Alors,
si... Alors, est-ce que ça passe là? Ouais, voilà. Donc, dans le Marais de Lavour, donc, on a fait une étude qui a porté sur pas loin de 400 individus. Alors, ce qu'on observe dans le Marais de Lavour, c'est que, en fait, la femelle la plus légère qui a été contrôlée gestante, c'était une femelle de 6 grammes. Et ça, c'est important parce que quand on prend des mensurations, c'est intéressant de savoir si on mesure des spécimens adultes ou des spécimens juvéniles. Ça, c'est une grande question. Et d'ailleurs, je pense que ça fera partie des questions qui seront abordées tout à l'heure. Alors voilà, nous, dans le Marais de Lavour, eh bien, on considère que finalement, un rat des moissons, chez nous, est adulte à partir de 6 grammes. Donc, en dessous de 6 grammes, eh ben, on considère que ce sont des juvéniles, et au-dessus de 6 grammes, eh bien, ce sont des adultes. Alors donc, quand on voit dans pas mal d'atlas, finalement des adultes, enfin des poids à partir de 4 grammes, ça paraît peut-être un petit peu léger comme poids. Mais enfin bon, ce serait à préciser. Alors, voilà. Alors, toujours des questions de poids. Bien sûr, le poids des petits mammifères varie avec les saisons. Ça, c'était déjà connu, bien sûr. Mais par exemple, chez le rat des moissons, on a vraiment constaté que, ben, notamment là, chez un mâle qu'on avait suivi, qui avait été marqué et qui avait été suivi finalement en mars pendant 10 jours. Non, du 1er au 5 mars, ouais, non, ça fait 5 jours. Eh bien, finalement, ce mâle a pris 30% de plus de poids en venant se nourrir dans nos petites boîtes avec les graines là pour les oiseaux. Et donc, en fait, voilà, ça montre que ça devait être son poids finalement, son poids d'origine à la sortie de l'hiver. Et puis, probablement que là, eh bien, il rejoignait son poids de forme. Donc, quand on fait des captures en hiver et qu'on pèse, les petits mammifères, bien souvent, c'est des individus, des spécimens qui souffrent un peu quand même et qui sont assez légers, quoi. Alors aussi, toujours sur le poids, mais c'est important. Alors bien sûr, variation au cours de l'été. Alors cette fois-ci, c'est pas vraiment un effet de nourrissage par les graines, hein, mais bon, on voit ici chez les mâles, finalement, entre le mois de juin et le mois de septembre, bah, une tendance à une certaine prise de poids chez pas mal de mâles. Et puis ici aussi, il faut faire attention parce que les femelles, eh bien, quand elles sont gestantes, eh bien, vous voyez ici, nous, on a pris une femelle de 18 grammes. Alors, forcément, après, elle met bas, alors le poids diminue. Mais quand on prend, par exemple, une femelle qui est en début de gestation, on peut prendre une femelle de 10 grammes. Et puis finalement, si on ne s'aperçoit pas qu'elle est gestante, eh bien, on va se dire, bah oui, voilà, chez les rats des moissons, les femelles peuvent peser 10 grammes. Or, 10 grammes chez une femelle, nous, je crois qu'on n'a jamais trouvé ça, hein. Donc, il faut faire attention aux variations saisonnières. Et puis, j'en finirai, parce que c'est très rapide, hein, c'est pas l'objet hein, de parler du rat des moissons toute l'après-midi, mais j'en finirai par cette relation poids, taille, tête plus corps qui est connue hein, déjà, mais finalement le poids est bien sûr proportionnel à la taille chez le rat des moissons, comme chez d'autres espèces, et bon, alors là, avec une différence qui est peut-être significative entre les mâles et les femelles, mais bon, ça reste à vérifier, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc j'en ai quasiment fini. Simplement pour vous dire que donc, vous l'aurez compris, ben, il reste beaucoup à apprendre sur les mensurations du rat des moissons et sur la variation de taille et de poids pour cette espèce entre les régions de France. Et certainement que ça concerne aussi beaucoup d'autres espèces de petits mammifères de métropole. Et donc, c'est l'objet de l'atelier que nous propose Hélène. Ah, merci à tous.
Merci du coup, Fabrice. Je pense que tu peux peut-être rester avec la caméra et le micro si tu veux, parce que juste après, là, à la fin de cette diapo, je voulais ouvrir éventuellement les remarques et les questions s'il y en a. Du coup, si on considère que prendre des mesures et peser, sexer et puis déterminer l'âge des individus qu'on a en main est intéressant, donc l'objectif, ce serait d'avoir des données exploitables qui soient comparables entre elles, donc qui soient standardisées. Et une des manières de limiter les biais, donc, c'est d'harmoniser les techniques de manipulation, d'utilisation d'outils, etc. Et donc, on le verra tout au long de l'atelier. De toute manière, l'idée, c'est toujours de trouver un espèce de compromis entre le temps de manipulation pour la collecte des données et le bien-être de l'individu, puisque dans ce cadre-là, on est dans des captures où l'objectif n'est pas de porter atteinte aux individus, en tout cas de ne pas passer par l'euthanasie. Du coup, j'ai vu, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la présentation de Fabrice déjà, ou si vous avez d'autres idées ou d'autres raisons pour le pourquoi en fait de prendre ces informations-là. J'avais vu une remarque de Jean-Michel Bompard qui disait bonjour le sport pour justement arriver à avoir des données fiables de mesures sur individus vivants. Donc c'est peut-être ce qu'on verra après dans la partie comment. Je pense qu'il y a peut-être certains critères pour lesquels les données peuvent être fiables à partir du moment où on homogénéise, et d'autres qui sont effectivement plus sportives à prendre. Est-ce que Thomas, tu veux dire s'il y a Alors, des questions? oui, si quelqu'un a une question, qui juste manifeste via le chat. Et ah bah voilà, bon, il y a une première question. Utilisez-vous, mais j'ai posé la parole, utilisez-vous de l'éther pour légèrement anesthésier les micromammes et prendre des données fiables? Alors, ça fait partie des règles éthiques, je crois. Non, moi non plus, je n'ai jamais fait ça. Donc, voilà. Donc je sais pas s'il y en a, je sais pas, en fait, à partir du moment où il y a une question, est-ce que les autres peuvent répondre dans le chat? Parce que s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça, éventuellement, qui peut répondre dans le chat et du coup on peut le voir ou pas. Alors, c'est un peu le problème, c'est que si quelqu'un souhaite poser une question globale ou faire une remarque globale, qu'il le dise et on lui ouvre la parole, en fait. Ouais, d'accord. Ah, j'ai vu passer une question là. Mince, elle est passée. Si je peux la. Ouh là là là. C'était, je Est-ce qu'il crois, y s'il y a a eu eu des des. analyses sur des mesures reprises ou sur des individus Oui, recapturés? ouais. Nous, enfin moi en tout cas sur ce que j'ai fait, c'était pas le cas justement parce que enfin à part le poids que je reprenais systématiquement, même lors de recapture, je reprenais pas des mesures, mais peut-être que certains autres le font. Donc s'il y en a qui veulent se manifester, ou Fabrice, je sais pas si tu le faisais. Oui, bah, c'est ce que j'ai présenté un petit peu sur les graphes là tout à l'heure, où effectivement, alors bien sûr, ce qui varie, bah, c'est le poids, enfin chez les rongeurs, la taille de la patte postérieure. Je pense pas que ça varie sur quelques semaines, enfin. Alors, sauf si on n'a pas fait attention et qu'on a pris un juvénile la première fois. Alors ça, faut faire attention. Ça, c'est une très grosse question, hein. Est-ce qu'on a affaire à un juvénile ou un adulte? Il faut vraiment prendre les mensurations sur les adultes, hein. Alors, il y a deux questions. Bon, Pierre qui pose une question plutôt générale sur le fait de, est-ce qu'on pourrait poser une base éthique au départ, de se demander pourquoi capturer? Et peut-être que tu vas en parler après, Hélène. Est-ce qu'on doit capturer nécessairement? Il faut vraiment que c'est un objectif, un but précis. Voilà. Oui, en fait, je vois ça et puis je vois la remarque aussi de Marc, Oui. je crois que c'est Marc Artois, justement pour à quelles questions scientifiques on répond, doit répondre les mesures biométriques. Bah justement, c'est un peu, enfin, l'idée c'était pas forcément de débattre sur est-ce qu'on est dans est-ce que la capture est justifiée à tel ou tel moment, parce que mais je pense que ça devrait faire l'objet. C'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse au début pour je pense vraiment que ça devrait faire l'objet aussi d'une réelle discussion entre tous pour justement redéfinir ces règles d'éthique, sur quelle méthode on applique pour quelle question. Mais par contre, là, l'idée, c'était plutôt, bon, bah, si on se dit qu'effectivement, on passe par la capture, l'idée, c'était de discuter un peu comment on fait. Donc, c'est vrai que cette partie-là, c'est pas vraiment celle à laquelle on a prévu de parler pour l'atelier. Ouais, Ok. si je peux compléter là pour répondre à Marc,
Pourquoi prendre des mesures biométriques finalement? C'est ce que j'essayais de montrer avec le rat des moissons. Vous avez vu qu'il y a une espèce d'homogénéité un petit peu troublante entre les mesures qui sont annoncées dans plein d'ouvrages. Et finalement, en fait, c'est toujours les mêmes mesures qui sont reprises d'un ouvrage à l'autre, enfin, très souvent. Et par exemple, pour le rat des moissons, il semblerait qu'il y ait un gradient de taille et de poids depuis des individus petits en Angleterre jusqu'à des individus plutôt grands et gros dans le sud-est de l'Europe, Roumanie, Balkans. Donc voilà, par exemple, ça serait quelque chose à mettre en évidence chez plein d'espèces en France. Il doit certainement y avoir des variations de taille et de poids. Effectivement, la biométrie, comme le souligne Marc Artois, est aussi un moyen d'étudier l'adaptation au milieu, et donc avec les bonnes ou les mauvaises conditions physiques, par exemple. Et du coup, enfin, comme le temps passe, je propose de continuer sur la question comment. Alors là, c'est un peu plus un exposé de comment je fais moi, et donc comme ça, je pense que ça va amener des remarques et des questionnements ou pour justement qu'on avance sur le comment on fait, savoir un petit peu critère par critère de quoi on parle, si ça vous va. Vas-y, vas-y. Alors du coup, sur la suite, alors si j'arrive à passer le diapo. On va en avoir passé plusieurs. Donc la suite, en fait, il y avait une partie donc un peu sur la biométrie et une partie sur le sexe et l'âge. Donc bon, ça, j'ai cliqué plusieurs fois, ça va passer peut-être différemment. Donc en fait, je suis partie pour essayer de cadrer un petit peu les questions de la fiche de terrain que j'utilise en capture. Et donc dans un premier temps, on peut parler des 6 premiers critères qui sont communément pris et en tout cas pour lesquels il y a des données dans les clés d'identification. Alors le premier, c'est le poids. Et en fait, à chaque fois, donc à cette fiche de terrain, j'ai associé donc une fiche d'explication des différents critères, des outils, de la précision, et puis en fait il y a plein de questions, ce qui est en rouge et puis même d'autres que je vous propose d'aborder dans la suite. Sur le poids, donc c'est une mesure que je fais au peson. Je me pose la question de l'utilisation de balance aussi. J'imagine que ça se fait. Et donc le peson, je pense que ça serait bien aussi de préciser justement la précision du peson utilisé en fonction de l'individu, des espèces. Et puis évidemment l'utilisation du peson correct avec la tenue en l'air et puis la lecture au niveau de l'œil et puis vérifier qu'il est bien à 0 avant de commencer. Et donc une précision aussi de ne pas prendre le poids sur les individus qui sont mouillés. Si jamais, on n'est pas vraiment censé capturer en cas de pluie, mais voilà, ça peut arriver, j'imagine. Ensuite, alors pour la longueur tête-corps, donc c'est peut-être la mesure qui me paraît le plus compliquée à prendre sur individu vivant et donc qui est peut-être la moins fiable. C'est une mesure que j'avais commencé à prendre donc sur table en essayant d'étaler l'individu. Toujours en position ventre contre la table, ce que je trouve très compliqué. Et donc, j'ai finalement opté pour le fait d'étaler l'individu en le bloquant un petit peu sur un bord du sac, ce qui fait que vous le voyez sur la première photo, au début, il n'est pas complètement étalé. Et puis, en fait, quand on le serre un petit peu, mais il n'y a vraiment rien de... Enfin bon, c'est vrai que ça, c'est toutes des questions de curseur, mais en tout cas, il cherche rapidement à s'échapper. Et donc, pendant 1 ou 2 secondes, on a moyen de prendre la mesure que je fais, alors moi, au pied à la coulisse, pour justement vraiment arriver sur le début du museau. Et puis, sur la mesure jusqu'à l'anus, évidemment, comme il est en position ventrale, c'est moins évident à voir, mais on peut le faire de cette manière-là. Et donc, j'ai mis une photo aussi avec la technique des épingles. Donc là, c'est sur animal mort. Mais c'est quelque chose que j'avais essayé aussi de faire sans le sac et de faire les mesures sur épingle qui sont, c'est vrai, plus fiables sûrement. Pour la longueur suivante, si ça veut bien passer, c'est la longueur, je crois que j'ai mis la patte postérieure après. Alors, excusez-moi. Ça risque de tout défiler d'un coup.
Alors, la patte postérieure, bon, je peux commencer même sans la diapo. C'est une mesure que je faisais au réglet, donc elle est prise normalement depuis l'extrémité du talon jusqu'au bout des doigts qui doivent être étalés, donc griffe incluse, d'après les clés qu'il y a en France en tout cas, et notamment la clé d'identification des micromames de la SFEPM. Voilà, donc vous voyez les photos sur le fait de... Donc il y a la question d'appuyer ou pas sur les doigts, pour justement pas se retrouver avec une mesure qui correspond au dessin tout en bas à droite, où en fait la courbure du pied, si on n'étale pas le pied et si on appuie, enfin c'est pas vraiment appuyer, hein, mais c'est juste exercer une petite pression sur les doigts pour faire en sorte qu'ils soient vraiment droits. Et donc je me posais la question aussi d'utiliser plutôt un réglet à butée pour cette mesure, qui permet vraiment de caler le talon contre la butée, et donc d'avoir peut-être une mesure plus précise. Et à chaque fois, donc pour ces critères, voilà, c'est pour quelles espèces on prend ces mesures, est-ce qu'on les prend systématiquement ou pas. Donc ça, c'est aussi des questions qui sont ouvertes. Je ne sais pas ce que vous faites lors de vos éventuels protocoles de capture. Alors, j'ai juste une remarque de Violaine Nicolas Collin qui précise que pour le pied, il est préférable de donner la mesure sans la griffe et de donner la mesure de la griffe à part. Donc, je ne sais pas si c'est un grand débat, ça, je sais, sur les pieds postérieurs, sur les mesures de pieds postérieurs. Mais il faudrait aussi se mettre d'accord sur ça, notamment dans le guide technique qui va suivre pour la SFEPM. Bah, je suis d'accord jusqu'à présent, enfin là je ne l'ai pas précisé, mais avec Jean-Marc Duplantier qui m'a pas mal accompagné sur des captures, il m'a indiqué justement de marquer la mesure de la longueur et de marquer plus et le chiffre de la longueur de la griffe, ce qui permet d'avoir les deux informations. Donc je suis vraiment d'accord avec ça, effectivement. Après, sur la longueur de la queue et le diamètre de la queue à la base, donc la longueur de la queue, c'est quelque chose que je fais au réglet, avec l'animal légèrement incliné sur le côté, comme sur la photo, pour bien distinguer l'anus et donc prendre la mesure de manière la plus précise possible, sans le pinceau de poil terminal. Et j'en profite pour dire aussi que pour les mulots, ce que j'ai fait récemment, c'est de prendre en photo, enfin pour les mulots qui sont douteux, entre le Flavicolis et donc oui, j'ai pas je suis pas du tout dans les Alpes, donc j'ai pas le mulot alpestre. Mais entre les deux autres, du coup, la photo de la queue permet, quand elle est assez bien prise, de compter les anneaux de la queue. Et donc, bon, ça serait un critère qui pourrait être un peu plus aidant pour déterminer l'espèce, sauf quand, comme sur la photo, on tombe exactement dans les 170, 180 anneaux. Donc là, ça aide moins. Le diamètre de la queue à la base, donc là, j'ai pas pris de photo, mais voilà, c'est en tenant l'espèce comme sur la photo et avec le pied à coulisses. Et pour finir sur les mesures, ensuite, il y a la longueur du pavillon de l'oreille, qui là, j'ai vu qu'elle est indiquée dans la clé que pour certains groupes d'espèces. Je pense que la diapo va passer. Et donc c'est une mesure qui se prend au réglet pour vraiment prendre depuis la base interne du pavillon jusqu'à l'extrémité, comme on voit sur le dessin là, extrait de la clé de la SFEPM, faite par Pierre Rigaud et Charline Dupasquier. Et donc, du coup, je n'ai pas précisé parce que j'ai juste vu défiler dans le chat que la fiche de terrain, il y en a qui ont dû peut-être reconnaître un peu le style. En fait, je prends tous ces critères-là parce que j'ai croisé différentes choses que j'ai lues dans des ouvrages, mais je me suis aussi beaucoup basée sur les critères utilisés pour la capture des chauves-souris et du carnet de capture qui a été élaboré, entre autres, par le MNHN. Voilà, donc juste après là, j'ai pas du tout eu le temps de regarder les questions. Donc Thomas, je ne sais pas s'il y a des choses, on a peut-être 5 minutes ou 7 pour... oui, alors attends, il y a toujours Violaine Nicolas Collin pour la queue. La mesure du toupet est intéressante également, donc queue plus toupet. Mais ça, t'en as un peu parlé. Ensuite, il y a un petit débat sur le chat. Sur est-ce que la capture des petits mammifères ne devrait-elle pas être chapeautée par le Muséum d'histoire naturelle, à l'instar des chiro? Alors, ce à quoi, évidemment, tous les chiro sont protégés, donc il y a une question aussi de statut, alors que les 80% des petits mammifères, le précise Christian Arthur, ne sont pas protégés, donc voilà. Et donc, moi, j'ai ajouté qu'une formation serait quand même indispensable. On ne s'improvise pas manipulateur de petits mammifères comme ça. Donc, il y a des formations qui sont possibles en France. Il y en avait une dans la Brenne jusqu'à présent que la SFEPM va reprendre. La SFEPM fait aussi des formations auprès de l'ONF, notamment, ça va arriver bientôt. Et on espère développer ce volet-là au sein de l'association pour justement limiter
et cadrer un peu plus les manipulations des petits mammifères quand les opérations le nécessitent. Voilà, c'était juste pour préciser cette chose-là. Bah, effectivement, juste pour rebondir sur ça, sur le fait que ce soit pas encadré, moi j'ai eu plutôt l'occasion de faire des captures dans des réserves naturelles régionales. Et donc le seul cadre qu'il y avait, c'est que même si les espèces cibles n'étaient pas les espèces protégées, les quelques espèces protégées qui étaient susceptibles d'être capturées, je suis passée par une demande de dérogation pour la capture non intentionnelle d'espèces protégées. Donc il y a quand même une instance qui avait eu un regard sur le protocole que je proposais et les temps justement entre les relèves, ce genre de choses. Mais sinon, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'autres, il n'y a rien d'autre qui chapeaute tout ça, quoi. Et toute l'idée de cet atelier, c'est aussi enfin, moi, je suis vraiment pour que dans le guide, ce soit très détaillé et pourquoi pas que ça soit fait avec le muséum, hein, effectivement. Voilà, et on reprécise que là, le guide, le premier paragraphe du guide va vraiment dire si vous avez vraiment besoin de faire des manipulations, voilà ce qu'il faut faire. Mais encore une fois, on ne défend pas la manipulation et le capture à tout va. Au contraire, la SFEPM défend l'idée de recourir à des protocoles alternatifs, génétiques, etc., pour pouvoir, ne serait-ce que jusque la génétique de POP ou de l'identification, ça c'est suffisant. Maintenant, il y a des protocoles, il y a des objectifs qui nécessitent de la capture, et donc si capture il y a, autant respecter certaines règles et qu'elles soient établies de manière cadrée. Voilà. Mais on n'est absolument pas contre la génétique, attention, je précise. Oui. Je vois quelques questions très techniques. Je ne sais pas si sur les anneaux sur la queue, par exemple. Ouais, sur le fait de les prendre survivants. Moi, je sais que j'y arrive pas, hein, parce que ça bouge trop, enfin, c'est trop long. Donc, je préfère prendre une bonne photo. J'ai vu aussi le fait d'utiliser un pied à coulisses pour le pied postérieur et puis l'oreille. Mais en fait, l'oreille, du coup, avec un pied à coulisses, on n'arrive pas du tout à avoir le zéro comme il y a sur la photo. Enfin, je pense que c'est beaucoup moins précis. Pour la patte postérieure, le pied postérieur, ça voudrait dire pied étalé et vraiment en mettant le pied à coulisses, je trouve que c'est moins pratique qu'un réglet sur lequel on lit la mesure directement. Moins précis. Mais c'est des discussions, hein, là. Je prétends pas du tout faire pile poil comme il faut. Voilà, on peut préciser aussi que c'est une introduction à un ensemble de réflexions que entame la SFEPM pour essayer de cadrer tout ça. Donc on ne va pas répondre à toutes les questions aujourd'hui sur le côté éthique, sur les questions de prise de mesure, etc. Mais ça peut permettre de faire ressortir certaines choses qui pourront être traitées posteriori. Du coup, en fait, je vois qu'il y a plein de plein de choses sur le chat. Bon, c'est super puisque c'était l'objectif de l'atelier que ça puisse discuter. Le seul truc, c'est que je crois qu'il faut finir à 14h30. Et donc, du coup, je peux peut-être enchaîner sur le reste parce que c'est pas de tout repos non plus sur le sexe et l'âge. Vas-y. Alors, pour continuer, donc en repartant de cette fiche de terrain, il y a 6 autres critères que je regarde pour déterminer le sexe, l'état reproducteur et l'âge des individus. Donc, il y a évidemment le sexe, l'apparence des testicules, l'apparence des mamelles, la vulve, essayer de déterminer l'état reproducteur à partir de ça et donc de déterminer un âge, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, pour commencer sur le sexe, donc entre mâle et femelle, chez les rongeurs, c'est la distance entre l'anus et l'organe génital qui est le meilleur critère apparemment pour distinguer les deux sexes, et notamment chez les juvéniles. Quand il n'y a pas, par exemple, les mamelles qui sont bien dégarnies, et là, il n'y a pas de souci pour identifier une femelle, ou les testicules qui sont descendus dans le scrotum, et donc il y a moins de difficulté à identifier un mâle. Mais en tout cas, pour les juvéniles, c'est vraiment cette distance qu'on peut voir sur les photos à gauche et plutôt sur le schéma, donc les deux spécimens en haut qui correspondent aux juvéniles. Et toute la difficulté, je trouve, est plutôt chez les insectivores, puisque l'ensemble est dans un espèce de cloaque. Et donc, c'est par pression latérale chez les insectivores qu'on peut faire saillir ou pas le pénis. Donc, c'est ce que je ne le faisais pas du tout au début, parce que je me disais que c'était peut-être pas facile, pas possible, et je voulais d'abord le voir faire pour potentiellement le faire. Et j'ai trouvé une publi où une personne donc dit qu'en faisant cette manip-là, on arrivait à distinguer, pareil, une différence entre la distance
chez les mâles et chez les femelles, entre l'anus et puis l'orifice génital, et aussi la présence de poils entre les deux chez les mâles et pas chez les femelles. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou pas? Est-ce que vous arrivez à distinguer ça, à voir les différents orifices ou pas? Je continue sur... alors, c'est, je crois, les femelles que j'ai mis en premier. Oui, voilà. Donc, sur les femelles, sur l'état des mamelles. Donc là, j'ai copié ce qui est fait dans le carnet de capture pour les chauves-souris, sur les 4 stades qui sont distingués chez les chauves-souris sur les mamelles. Alors moi, sur le terrain, j'ai l'impression d'avoir vu 3 différents stades. Je pense que le 4e est peut-être pas... distinguer tous ces stades alors que les cycles de reproduction sont quand même très rapprochés chez les micromammifères est peut-être trop compliqué. Mais en tout cas, on arrive à distinguer au moins quand les mamelles sont complètement invisibles et les mamelles sont dégarnies. Et après, il m'a semblé pouvoir distinguer aussi les mamelles d'individus post-allaitantes. Et voilà, c'est aussi lancé en questionnement. Sur la vulve, en fait, plutôt l'ouverture du vagin. Donc, s'il est ouvert ou fermé. Et aussi, on peut voir parfois la présence d'un bouchon vaginal, comme c'est très flou sur cette photo, mais il y en a un, voilà, donc qui indique que l'accouplement a été il n'y a pas si longtemps que ça. Et après, voilà, comment on qualifie donc l'état reproducteur des femelles. Donc, j'ai repris un petit peu aussi ce qu'il y avait dans le carnet de capture pour les chiroptères, et savoir si est-ce que vous utilisez ces termes-là ou pas du tout, ou est-ce que vous déterminez pas ça. Voilà. Sur les mâles, donc l'apparence des testicules, en général, il y a 2 stades. Il y a est-ce qu'elles sont invisibles, elles sont donc intra-abdominales, ou est-ce qu'elles sont visibles, descendues et très gonflées, comme on le voit sur la photo en bas. Il m'a semblé aussi voir un autre stade intermédiaire, des testicules qui sont descendus mais peu gonflés. Donc, est-ce que c'est juste des variations entre individus ou est-ce que ça peut indiquer un état reproducteur différent? Et donc, pour l'état reproducteur chez les mâles, j'avais tendance pour l'instant à ne noter que s'il était actif sexuellement ou inactif. Voilà. Et on voit donc chez les juvéniles, sur les 2 photos de droite, que les testicules donc, ne sont pas visibles, elles sont internes. Ensuite, sur je crois que voilà, on arrive à l'âge. Donc là, il y a toutes les questionnements. Alors, je fais que poser des questions. Les questionnements vis-à-vis des individus qui sont subadultes, puisque un subadulte, c'est, d'après les définitions, censé correspondre à un individu qui n'a pas complètement terminé sa croissance, mais qui est déjà par contre en capacité de se reproduire. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait des individus qui ont des poids et des tailles qui correspondent à un juvénile, mais qui ont déjà, par exemple, les testicules descendus et gonflés. Voilà, quels critères pour définir l'âge des individus. J'ai mis un exemple d'arbre de décision qui a été fait sur des travaux sur les rongeurs en Asie, pour voir si c'est quelque chose qui est possible à imaginer pour les espèces ici ou pas, en sachant que là, en fait, on ne peut pas calquer ce travail-là puisque il y avait des autopsies, l'euthanasie des individus et des autopsies, et donc il y a des critères qui sont des critères internes qui ne sont pas visibles de manière externe quand on a l'individu en main et vivant. Et puis après, il y a toute la question aussi de l'âge chez les insectivores. Donc, je ne sais pas si vous les notez quasiment tout le temps adultes, puisqu'elles sont capturées dans les pièges ou pas. Voilà, donc pour ouvrir un petit peu, si on peut, les questions là-dessus. Je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour discuter juste de ça, ou si ça a beaucoup écrit peut-être. Alors malheureusement, ça écrit beaucoup, ça discute beaucoup, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à plusieurs questions. On a 5 petites minutes, pas plus. D'accord. D'accord, donc donc la question, pour revenir sur la question de la génétique, il y a une remarque, effectivement, là aussi, il faut se poser d'abord la question de savoir pour quel objectif on fait une étude génétique. Ça discute de partout, ça part de partout. Y a-t-il beaucoup, alors on va prendre la dernière question, voilà, de Marc Artois. Y a-t-il beaucoup d'observations intéressantes sur la parasitologie à faire avec l'examen de l'appareil génital? Enfin, ça, c'est plus une question, c'est même pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation, et donc peut-être que ça ouvre la question de la parasito sur les individus capturés. Est-ce que à chaque fois, par exemple, toi, tu relèves les tiques, les puces qui peuvent être présents?
Alors non justement, mais je crois que ça m'est vraiment pas arrivé souvent d'avoir des tics. Enfin, en tout cas, je fais pas un examen minutieux de tout le pelage pour voir s'il y a des tics, mais les grosses tics, j'en ai vu que très rarement, étonnamment. Donc c'est pas du tout quelque chose que j'ai collecté, mais je pense que ça devrait intéresser certains labos peut-être pour des études. Hein. Alors, si je peux me permettre une intervention presque à la fin du temps imparti, moi, ce que je remarque, c'est que Hélène, ta table ronde, ton atelier suscite vraiment beaucoup de réactions. Et de toute façon, on n'arrivera pas à prendre toutes les questions là dans les quelques minutes qui nous restent. Alors, je fais une proposition. Je soumets ça à tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas continuer à travailler peut-être question par question sous forme, alors je ne sais pas, de mail ou de groupe de mail, enfin je ne sais pas qu'est-ce qui peut exister, mais vous voyez, dans les semaines et les mois à venir, on pourrait essayer de déblayer comme ça, question par question, faire une synthèse de ce qu'apporte chacun pour intégrer ça dans le guide, d'études des petits mammifères. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ce que j'allais effectivement proposer aussi en fin de débat. Donc, très bien, tu m'as devancé. Notamment recontacter toutes les personnes participant aujourd'hui aux deuxième rencontre pour savoir s'ils souhaitent participer déjà à la rédaction ou à la lecture du guide. Ça, c'est une première étape. Mais on peut aussi se réunir, alors en présentiel ou pas, ça va dépendre du timing, pour rediscuter peut-être une journée entière, parce que je pense que c'est le minimum, sur tous ces aspects capture, et vraiment avoir un atelier pratico-pratique, et de décider ce qu'il faut faire ou pas faire en global, quoi. Ouais. Mais on va essayer de revenir vers tous. Et n'hésitez pas à revenir vers nous aussi. Voilà. Ça rejoint ce que j'avais mis donc pour la dernière diapo pour justement discuter des suites. Je pensais pas qu'il y aurait autant de remarques et du coup j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé sur le chat. Mais oui, voilà, je pense que ça vaut le coup du coup d'en discuter avec les personnes intéressées, de continuer les discussions là-dessus. Moi, je suis particulièrement intéressée par les références biblio, hein, s'il y en a qui peuvent m'en transmettre. J'ai fait apparaître mon contact. La suite, ça sera donc de rédiger les fiches capture dans le guide, de diffuser justement ce qui aura été décidé lors des formations. Et puis après, moi j'ai encore plein d'autres questions, hein, il y a plein d'autres sujets. Est-ce que faire une grille des critères systématiques ou optionnels à relever par espèce, ça serait intéressant? C'est sur le modèle de ce qui a été fait pour les chauves-souris. De discuter du marquage, de justement discuter les dispositions sur le protocole de capture pour toujours essayer de limiter au maximum la mortalité. De savoir quoi faire quand on a des individus morts, donc qu'est-ce qu'on prélève, comment on les conserve, à qui on les transmet. Et sûrement plein d'autres questions que vous avez mis dans le chat et qui n'ont pas encore discuté. Voilà, et donc j'imagine qu'on est arrivé aux dernières minutes. Et donc je tenais à vous remercier pour votre attention, pour votre participation. Et puis je fais quand même une mention spéciale à Jean-Marc Duplantier qui m'a bien aidé pour la préparation de l'atelier. Et merci à Fabrice, Thomas et puis à toute l'équipe de la SFEPM.